Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait jeter un coup d'œil rapide à une réponse à une question que les gens posent de temps en temps par email ou autre, à savoir quels cuirassés ont coulé le plus rapidement. Bien sûr, il est très facile d'en citer quelques-uns, vous savez, certains des plus évidents comme Barham, Hood, Arizona, etc. Mais je me suis dit que si nous allons examiner la durabilité d'un navire et aussi quels sont les meilleurs armements pour combattre un cuirassé, nous devrions regarder les navires qui s'attendaient à être attaqués et qui ont ensuite été attaqués par différentes armes et voir combien de temps il leur a fallu pour réellement couler plutôt que d'exploser. Il y a donc une liste étonnamment longue de cuirassés qui ont été coulés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour cette comparaison particulière, comme je l'ai dit, nous regardons le temps qu'il faut pour réellement couler un navire, c'est-à-dire vaincre sa flottabilité en laissant entrer beaucoup d'eau. Nous allons exclure les navires qui ont subi des explosions de soute, ceux où l'on peut dire qu'ils étaient assez mal préparés, et ceux qui n'avaient absolument aucune chance, en se basant sur le fait qu'ils étaient ridiculement obsolètes selon les standards de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les navires que nous allons exclure concernent ceux dont les soutes ont explosé. Parce que cela prouve que, oui, un navire coulera très rapidement si vous faites exploser une grande quantité d'explosifs à l'intérieur. Ce n'est pas une révélation choquante, et cela s'applique à tout. Donc ces navires seraient le Britannia, qui a subi une explosion de soute à munitions à Mers el-Kébir, et l'Arizona, qui a subi une détonation de soute à munitions à Pearl Harbor. Barham a subi une explosion dans sa soute à munitions alors qu'elle chavirait et coulait après avoir été torpillée par un sous-marin allemand. Bien que je suppose que l'on pourrait dire qu'elle était déjà presque complètement coulée à ce moment-là, donc peut-être qu'on y reviendra à l'avenir. Le Hood, bien sûr, coulé par une explosion de soute à munitions lors d'un combat avec Bismarck-Marat. Cuirassé soviétique coulé par une explosion de soute à munitions causée par des bombardiers en piqué allemands, et Roma coulé par une explosion de soute à munitions causée par des bombardiers allemands en vol horizontal avec des bombes guidées Fritz X. Nous allons également exclure Strasbourg car elle a été sabordée. Tous les différents Predreadnoughts, donc Kiklis et Lemnos des Grecs, Asahi et Setsu des Japonais aussi, ce sont des Predreadnoughts. C'est un peu injuste de leur lancer des armes de la Seconde Guerre mondiale et d'espérer obtenir des données utiles, à part, de façon surprenante, qu'ils ont coulé. Les autres navires qui ont été coulés à Pearl Harbor, pour la plupart pris au dépourvu, comptent d'Ikavour, Haruna, Yuga, Is et Royal Oak. Encore une fois, tous ont été coulés dans le port par différentes méthodes et combinaisons, bombes, torpilles, etc. Encore une fois, presque tous n'étaient pas préparés, et le Tirpitz, qui encore une fois était immobile, non pas dans un port, mais dans un fjord, et frappé par des armes monstrueusement surdimensionnées. Vous pourriez penser, attendez, il ne doit pas rester tant de navires que ça. Eh bien, en fait, il y a encore, en termes de navires capitaux, 11 bâtiments que nous pouvons considérer. Alors faisons cela dans l'ordre du plus rapide à couler au plus lent et... La question suivante est comment définir ce qui est le plus rapide ou le plus lent? Donc, encore une fois, pour les besoins de cette comparaison approximative, j'ai choisi de démarrer le chronomètre à un moment où la première attaque sérieuse a été lancée dans leur direction, qui avait une chance de causer des dégâts importants. Donc, vous savez, pas simplement être repéré ou quelque chose comme ça, mais quand le véritable assaut commence. Le naufrage correspond à l'instant précis où il survient et le temps entre ces deux moments indique la durée totale du naufrage. Et nous allons également examiner quel type d'arme a principalement été utilisé pour couler le dit navire. Donc, selon ce paradigme, le navire qui a coulé le plus rapidement était le cuirassé de la marine impériale japonaise. Fuso a coulé en 1944 lors de la bataille du détroit de Surigao, dès le premier tir qui pouvait raisonnablement être considéré comme ayant une bonne chance d'y parvenir. Les principaux dégâts sont survenus à 3h09 du matin lorsqu'elle a été touchée par des torpilles. On pourrait aussi dire que ce moment aurait pu être anticipé lors de l'intervention des vedettes lance-torpilles, mais les vedettes lance-torpilles n'ont pas vraiment réussi à faire quoi que ce soit en termes de tir précis, donc je vais les écarter pour l'instant. Et elle a coulé à 3h50 du matin, principalement à cause des tirs de torpilles continus, ce qui lui donne un temps total de 41 minutes entre le moment où les premiers tirs contre elle et son naufrage.
En deuxième position, son navire jumeau Yamashiro coulait lors du même combat. Touchée initialement par des torpilles seulement 2 minutes après sa sœur, à 3h11, elle a coulé à 4h20, là encore principalement à cause des torpilles. Bien que des obus aient été tirés sur les deux navires dans une certaine mesure et qu'il ait fallu 1h09 pour couler avec seulement 1 minute de plus, on trouve le HMS. Le Repulse a coulé en 1942 dans le cadre de la Force Z, les premières attaques provenant de bombardiers japonais en vol horizontal à 11h13, mais la grande majorité des attaques dirigées contre elle étaient des attaques à la torpille, dont la plupart ont été esquivées avec un aplomb considérable, jusqu'à ce qu'elle soit prise dans une sorte de manœuvre de tenaille involontaire par les Japonais, ce qui a entraîné son chavirement et son naufrage assez rapide. À 12h23, avec un temps total entre l'attaque initiale et le naufrage d'1h10. Ensuite, nous avons le puissant Yamato, coulé lors de l'opération Tengo. Il se rendait à Okinawa en 1945. Elle a été attaquée d'abord à 12h37 par une bombe, puis soumise à un véritable déluge de bombes et de torpilles. Elle a finalement chaviré à 14h23 après avoir été touchée par un grand nombre de torpilles lors de cette dernière série d'attaques. Avec un temps total de l'engagement initial au naufrage d'1h46, la grande majorité de l'envahissement par l'eau, bien sûr, a été causée par les torpilles, et ensuite nous revenons à la Force Z pour la perte du HMS. Le Prince de Galles a de nouveau coulé en 1941. Il a d'abord été attaqué à 11h30 par une torpille, et il a finalement chaviré et coulé à 13h20, encore une fois grâce aux torpilles, avec un temps total de naufrage d'1h50. Donc, en gros, tout le monde jusqu'à présent a été attaqué, soit uniquement, soit en grande majorité par des torpilles, donc de façon surprenante, en fait, oui. Percer de gros trous dans le fond d'un navire et laisser l'eau entrer est un moyen efficace de le faire couler. Ensuite, nous arrivons au premier navire. Celui-ci, bien qu'il ait reçu un nombre raisonnable de torpilles, a également essuyé un très grand nombre d'obus, et lors de son dernier engagement, il a d'abord été touché par un obus. Il s'agit bien sûr du cuirassé allemand Bismarck lors de son dernier engagement. Il faut admettre qu'à ce stade, il était déjà endommagé, à la fois par le Prince of Wales, ironiquement lors de la bataille du détroit du Danemark, puis ensuite par des torpilles lancées par des Swordfish. Mais elle flottait toujours, bien que difficilement contrôlable, au début de son dernier engagement. Et à 8h47 du matin, elle a essuyé des tirs d'obus du HMS Rodney. Elle a coulé à 10h40 ce matin-là, après avoir été touchée par plusieurs torpilles, mais aussi par des obus. Et, si vous en croyez certains, potentiellement aussi des charges de sabordage, bien que personnellement le doute subsiste à ce sujet, ce que j'expliquerai dans une prochaine vidéo à un moment donné dans le futur, en tout cas. Du moment où Rodney a ouvert le feu sur elle jusqu'au moment où elle a sombré sous les vagues, il s'est écoulé 1h53 au total, soit seulement 3 minutes de plus que le Prince of Wales et 7 minutes de plus que le Yamato. Vient ensuite sur la liste le croiseur de bataille japonais Kirishima, coulé en 1942 lorsqu'il a imprudemment décidé de s'attaquer à l'US Washington sous le commandement de l'amiral Lee. L'amiral Lee a ouvert le feu sur elle à 1h du matin précise avec des obus et le Kirishima a chaviré et coulé à 3h25 du matin, ayant été entièrement touché par des tirs d'obus. Il a fallu au total 2h25 pour couler, soit 37 minutes de plus que le Bismarck. Après la Kirishima vient son navire jumeau, le Congo, coulé en 1944 par une attaque à la torpille, la première torpille ayant été tirée sur lui à 2h45, il a finalement coulé à 5h24, ayant mis au total 2h39 à perdre sa flottabilité en mer. Le Scharnhorst est le prochain sur la liste. Il a évidemment été coulé par la Royal Navy par une combinaison de tirs d'obus et de torpilles à l'extrême fin de 1943 en fait, avec le premier obus majeur, c'est-à-dire l'obus réellement capable de causer des dégâts importants à son étanchéité était un obus de 14 pouces tiré par le Duke of York à 16h50 et la dernière arme à l'avoir touché, probablement une torpille, peu après quoi elle a coulé vers 8h moins le quart le soir. L'heure précise de son naufrage est débattue, car elle était cachée dans un énorme nuage de fumée et de vapeur.
Il s'agit d'une marche de 10 à 15 minutes. J'ai choisi un moment vers le milieu, ce qui lui donne un temps de 2 heures et 55 minutes entre le moment où la première menace majeure l'a frappée et celui où elle a finalement coulé. Et d'ailleurs, quel que soit le temps que vous utilisez pour son naufrage dans la marge d'erreur, cela n'affecte pas réellement sa place sur la liste, car même l'heure de naufrage la plus précoce la laisse à flot un peu plus longtemps que le Congo. Ensuite, pour les 2 derniers navires de la liste, nous faisons des sauts temporels énormes. Tout d'abord, nous avons Musashi, coulé en 1944 lors de la bataille de la mer de Sibuyan par une attaque aérienne massive, très similaire à celle qui coulera plus tard Yamato. Mais grâce au fait qu'elle a été touchée sur pratiquement tous les côtés et s'est donc enfoncée progressivement, contrairement à Yamato, qui a été attaqué principalement d'un côté, puis s'est retourné en utilisant les leçons tirées de cette attaque. Bien que la première attaque ait eu lieu à 10h27 du matin avec une bombe, elle ne s'est en fait retournée et coulée qu'à 19h36 le soir, le dernier coup étant probablement dû à une torpille, mettant un total impressionnant de 9h09 à couler. Et puis enfin, nous avons I, probablement l'agonie la plus longue d'un navire capital pendant la Seconde Guerre mondiale, car elle a été coulée à la suite de l'action nocturne de Callaghan pendant la bataille de Guadalcanal, ayant reçu ses premiers coups à 1h51 du matin par des obus et n'ayant sombré qu'à 20h, ayant finalement été sabordée après avoir été touchée par des obus et des torpilles de destroyers et de croiseurs lourds américains pendant l'action nocturne, puis attaquée à plusieurs reprises par la Cactus Air Force pendant la journée, mettant au total 18h09 à couler. Donc je pense que lorsque nous regardons cela, et ensuite lorsque nous examinons également plus en détail les mécanismes exacts du naufrage, c'est-à-dire voici les principaux enseignements sur la façon dont ces navires ont sombré. Faire chavirer un navire et le retourner entraîne son naufrage beaucoup plus rapidement, parce que les navires qui ont mis beaucoup plus de temps à couler, en particulier les 2 derniers, mais dans une certaine mesure aussi, Kiroshimo, Kongo et Scharnhorst, avaient tendance à s'enfoncer presque verticalement jusqu'à presque la toute dernière minute. Un chavirement survenait souvent à la dernière minute. Cependant, tout ce qui a coulé plus rapidement qu'eux, comme Bismarck, Prince of Wales, Yamato, Repulse, Yamashiro, Fuso, sont tous connus pour s'être retournés, alors qu'ils avaient encore une quantité raisonnable de francs-bord, puis ils ont évidemment coulé très rapidement une fois chavirés. La chose suivante, bien sûr, c'est que les torpilles sont bien plus efficaces pour faire couler les navires, ce qui, encore une fois, n'était pas un résultat particulièrement surprenant. Mais il est très remarquable que, à part Bismarck, en 1h53, tous les autres navires capitaux qui ont coulé en moins de 2 heures ont été attaqués soit entièrement, soit presque exclusivement par des torpilles. Le seul navire qui a été attaqué presque exclusivement par des torpilles et qui a mis plus de temps à couler que cela était le Congo. Et tous les autres qui ont mis 2 heures ou plus à couler ont, il faut l'admettre, pour la plupart été attaqués par des torpilles à un moment donné, mais ont également subi d'importants tirs d'obus. Bien que je pense qu'il y ait une réserve assez importante à apporter à tout cela, à savoir que si vous voulez qu'un navire coule parce qu'il a perdu sa flottabilité, il est clair que les torpilles sont la meilleure option. Cependant, si vous voulez simplement qu'un navire explose parmi les torpilles, les bombes et les tirs d'obus, les torpilles sont en réalité, statistiquement du moins, le moyen le moins probable d'y parvenir. Parce que le seul navire qui a été attaqué de manière significative ou même attaqué par des torpilles et qui a subi une explosion de soute à munitions faisait partie de notre liste initiale d'exclusion, Baram. Et même dans ce cas, ces soutes à munitions n'ont pas explosé directement à cause des impacts de torpilles. Elle était en train de chavirer et de couler, et autre chose a déclenché l'explosion de ces soutes. Bien sûr, évidemment, la seule chose qui l'a attaqué, ce sont les torpilles. D'autres navires, des porte-avions et ainsi de suite, qui ont été touchés par des torpilles, ont bien explosé à cause de détonations directes de leurs soutes à munitions, mais ici, nous parlons exclusivement de navires capitaux. Si l'on regarde tous les autres navires qui ont subi des explosions de soute à munitions, du moins en ce qui concerne les navires capitaux de l'époque des Dreadnoughts, et plus tard, l'Arizona, le Mara et le Roma ont tous été touchés par différentes formes de bombes, tandis que le Hood et le Britannia ont été touchés par des tirs d'obus.
le Britannia, ironiquement, ayant été touché par le Hood. J'espère donc que vous avez trouvé cet extrait court sur le naufrage des navires intéressant. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous pensez qu'il existe peut-être une autre façon de mesurer le délai entre l'engagement sérieux et le naufrage. Encore une fois, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez un résumé similaire pour tous les navires détruits par des explosions de soutes à munitions avec explication des mécanismes, je peux m'y intéresser. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.